Le monde, avant le World Wide Web, était structuré par des limites physiques. L'information circulait lentement, filtrée par des institutions traditionnelles comme les journaux, la télévision et les bibliothèques. Le savoir demandait du temps, un effort, une recherche active. L'accès à l'information était conditionné par la distance, la classe sociale et les structures de pouvoir existantes. Puis, en 1989, un changement silencieux mais révolutionnaire fut amorcé par Tim Berners-Lee, un ingénieur travaillant au CERN. Son objectif initial n'était pas de transformer la société, mais simplement de faciliter le partage de documents scientifiques grâce à un système d'hyperliens connectés par Internet. Au départ, le Web était un espace statique. Le Web 1.0 consistait principalement en pages fixes, consultées passivement par les utilisateurs. Il n'y avait ni personnalisation avancée ni collecte massive de données comportementales. L'expérience était simple. Lire, comprendre, quitter. Le Web ressemblait à une immense bibliothèque numérique mondiale. Pourtant, même dans cette phase primitive, les bases d'un pouvoir structurel étaient déjà posées. Organiser l'information, c'est déjà hiérarchiser la connaissance. Avec l'explosion du nombre de pages web, dans les années 1990, le besoin d'organiser ce chaos numérique devint crucial. En 1998, la création de Google introduisit un système de classement algorithmique capable de trier des milliards de pages selon leur pertinence. Ce mécanisme semblait neutre, basé sur des calculs mathématiques. Mais classer signifie décider ce qui est visible et ce qui ne l'est pas. Dans un environnement où la visibilité équivaut à la crédibilité, l'algorithme devient un acteur invisible de la perception humaine. Puis vint le Web 2.0, l'utilisateur ne fut plus simple spectateur mais producteur de contenu. Les réseaux sociaux émergèrent, modifiant profondément la dynamique numérique. En 2004, Facebook transforma la manière dont les individus interagissaient. Peu après, YouTube démocratisa la diffusion vidéo mondiale, tandis que Twitter accéléra la propagation instantanée des opinions. Ce changement structurel introduisit un nouvel élément central, la donnée comportementale. Chaque clic, chaque recherche, chaque interaction devint une information mesurable. Le Web cessa d'être un simple réseau d'informations pour devenir un système d'observation massif. Les entreprises comprirent rapidement que ces données pouvaient être analysées pour prédire les préférences, anticiper les comportements et influencer les décisions. Le modèle économique évolua discrètement. Les utilisateurs ne payaient plus avec de l'argent, mais avec leur attention. Plus une plateforme retenait un individu longtemps, plus elle générait de valeur publicitaire. Les algorithmes furent optimisés non pas pour la vérité ou la qualité, mais pour l'engagement. L'émotion devint la variable principale. La peur, la colère et la validation sociale augmentent le temps passé en ligne. Avec l'arrivée des smartphones, le Web devint omniprésent. Il quitta l'espace fixe de l'ordinateur pour entrer dans la poche, puis dans chaque moment de la journée. Les notifications fragmentèrent l'attention humaine. Le défilement infini supprima les pauses naturelles. L'automatisation des recommandations réduisit la nécessité de choisir activement. Progressivement, le Web évolua d'un outil vers un environnement. Il devint une infrastructure invisible, soutenant les économies, les communications et les systèmes politiques. Retirer le Web pendant une journée provoquerait un chaos mondial. Cette dépendance marque une transformation fondamentale. Ce qui était censé être un moyen est devenu une condition d'existence moderne. Aujourd'hui, le Web possède une mémoire numérique gigantesque. Il enregistre les habitudes, les intérêts, les interactions et les émotions. Cette mémoire permet la prédiction algorithmique. Lorsqu'un système peut prédire un comportement, il peut aussi l'influencer subtilement. Ainsi, le Web moderne fonctionne comme une architecture comportementale, orientant l'attention et modelant progressivement la perception collective. Le paradoxe est frappant, le Web offre un accès illimité au savoir et à la communication globale, tout en créant une structure capable d'influencer silencieusement les opinions et les comportements à grande échelle. Il libère et conditionne simultanément. Ce n'est pas une question de complot, mais de structure. Toute architecture influence ceux qui l'habitent. L'architecture numérique façonne désormais la manière dont les individus pensent, interagissent et comprennent le monde. Et ceci n'est que la première étape. Dans la partie 2, nous analyserons comment les algorithmes sont devenus les nouveaux architectes invisibles de la perception humaine et comment ils redéfinissent la notion même de réalité. Si le Web 1.0 a connecté l'information et si le Web 0 a connecté les individus, alors l'ère actuelle connecte quelque chose de plus profond, la perception elle-même. Aujourd'hui,
L'élément central du World Wide Web n'est plus la page, ni même l'utilisateur. C'est l'algorithme, invisible, silencieux, mathématique. Il agit comme un architecte discret qui organise, filtre et hiérarchise la réalité numérique. Un algorithme n'a pas d'émotion. Il n'a pas d'opinion politique. Il n'a pas de morale. Il suit une logique d'optimisation. Pourtant, les décisions qu'il prend, quelles informations afficher, dans quel ordre, avec quelle fréquence, influencent directement la manière dont des milliards d'êtres humains perçoivent le monde. Chaque fois qu'un utilisateur ouvre une plateforme, il ne voit pas l'ensemble du contenu disponible. Il voit une sélection. Cette sélection est calculée. Elle dépend de son historique, de ses interactions précédentes, de son réseau social, de son comportement passé et de millions de données similaires provenant d'autres profils comparables. Ce processus crée une réalité personnalisée. Deux individus peuvent rechercher le même sujet et obtenir des résultats différents. Non pas parce que la vérité change, mais parce que l'algorithme estime qu'une version particulière maximisera leur engagement. Cette personnalisation semble pratique, mais elle introduit un phénomène puissant, la fragmentation de la réalité collective. Autrefois, les sociétés partageaient des sources d'informations communes. Aujourd'hui, la réalité devient modulaire, adaptée à chaque profil numérique. L'algorithme devient ainsi un filtre perceptuel et il décide ce qui mérite votre attention et ce qui reste invisible. Cette invisibilité est essentielle, car un pouvoir visible peut être contesté. Un pouvoir invisible devient normalisé. Les grandes plateformes numériques ont perfectionné ces systèmes. Les moteurs de recherche classent l'information. Les réseaux sociaux priorisent le contenu susceptible de générer des réactions. Les plateformes vidéo recommandent automatiquement la prochaine séquence, réduisant le moment de décision consciente. Le principe est simple, maximiser le temps passé en ligne. Mais pour maximiser ce temps, il faut comprendre la psychologie humaine. Les algorithmes apprennent en observant des milliards d'interactions. Ils identifient des schémas, quels titres attirent le regard, quelles images déclenchent un clic, quels sujets provoquent des commentaires. Progressivement, ils optimisent le flux d'informations pour stimuler les émotions les plus intenses. La peur retient l'attention. La colère génère de l'engagement. La validation sociale crée de la dépendance. Ainsi, le contenu émotionnel est amplifié. Ce n'est pas nécessairement un choix idéologique, c'est une conséquence mathématique. Ce qui retient l'utilisateur est favorisé. Ce qui le laisse indifférent disparaît. Ce mécanisme transforme l'espace numérique en un environnement émotionnellement chargé. Les débats deviennent polarisés. Les opinions extrêmes gagnent en visibilité. Les nuances plus complexes et moins spectaculaires sont souvent marginalisées. Au fil du temps, l'utilisateur s'adapte. Son attention devient fragmentée. Son cerveau s'habitue à la stimulation rapide. Le défilement constant supprime les pauses naturelles de réflexion. L'automatisation des recommandations réduit l'effort de recherche active. Le web n'est plus seulement un outil d'information. Il devient un système qui façonne les habitudes cognitives. La répétition joue ici un rôle central. Lorsqu'un message apparaît fréquemment dans un fil d'actualité, il acquiert une impression de normalité. Même sans vérification approfondie, la familiarité renforce la crédibilité perçue. Ce phénomène psychologique, bien documenté, est exploité inconsciemment par les systèmes algorithmiques. De plus, les plateformes ne fonctionnent pas isolément. Les données circulent entre services. Les profils numériques deviennent de plus en plus détaillés. Chaque interaction affine le modèle prédictif. L'utilisateur laisse derrière lui une trace comportementale continue. Cette trace permet non seulement de prédire ce qu'il pourrait aimer, mais aussi d'anticiper ce qu'il pourrait craindre, désirer ou rejeter. Lorsque la prédiction devient suffisamment précise, l'influence peut devenir subtile, mais efficace. Il ne s'agit pas de forcer une décision. Il s'agit d'orienter doucement l'environnement informationnel. En modifiant ce qui est visible, on modifie ce qui semble important. En amplifiant certains sujets, on réduit l'attention disponible pour d'autres. Ainsi, l'algorithme devient un éditeur invisible de la réalité. Cette dynamique a des conséquences sociales profondes. Les discussions publiques se déroulent désormais sur des plateformes privées. Les règles de visibilité sont déterminées par des systèmes propriétaires. La sphère publique traditionnelle se transforme en espace numérique contrôlé par des architectures techniques complexes. Le plus remarquable est que la majorité des utilisateurs ne perçoit pas cette structure. L'expérience semble naturelle. Le flux paraît spontané. Pourtant, derrière chaque écran, des lignes de code calculent en permanence les probabilités d'engagement. L'utilisateur pense choisir, mais il choisit parmi des options sélectionnées. Cette différence est subtile, mais fondamentale.
Lorsque l'environnement décisionnel est conçu pour influencer, la liberté existe toujours, mais elle est encadrée. Le web crée un espace où les préférences individuelles sont à la fois exprimées et modelées. Plus l'algorithme apprend, plus il devient précis. L'intelligence artificielle renforce cette capacité d'analyse. Les systèmes détectent des corrélations invisibles. À l'œil humain, ils identifient des tendances émergentes avant qu'elles ne deviennent visibles à grande échelle. Dans ce contexte, la perception collective n'est plus simplement le résultat d'interactions humaines spontanées. Elle est partiellement médiée par des calculs automatisés. Cela ne signifie pas que le web est intrinsèquement malveillant, mais cela signifie qu'il n'est pas neutre. Toute architecture influence ce qui l'habite. Les routes numériques que nous empruntons chaque jour sont construites selon des logiques économiques et techniques spécifiques. Le résultat est une transformation progressive de la conscience collective. Les sujets dominants changent rapidement. Les controverses surgissent et disparaissent à grande vitesse. L'attention devient une ressource rare et disputée. Dans cet environnement, la perception devient malléable. Ce qui est répété semble urgent. Ce qui est viral semble important. Ce qui est partagé massivement semble légitime. L'algorithme n'impose pas directement une vision du monde. Il amplifie certaines dynamiques existantes. Mais cette amplification à l'échelle de milliards d'utilisateurs modifie la structure même du débat public. Ainsi, le World Wide Web est entré dans une nouvelle phase. Il ne se contente plus de connecter l'information ou les individus. Il orchestre la circulation de l'attention, et l'attention détermine la perception. La question fondamentale n'est donc pas seulement technologique. Elle est philosophique, qui contrôle les mécanismes qui déterminent ce que nous voyons. Selon quels critères l'importance est-elle définie? Comment préserver un esprit critique dans un environnement optimisé pour la réaction immédiate? Ces interrogations ne sont pas alarmistes, elles sont structurelles. Comprendre le rôle des algorithmes, c'est reconnaître que la réalité numérique est construite, organisée et hiérarchisée en permanence. Le web est devenu une couche invisible superposée à la réalité physique. Et dans cette couche, les algorithmes sont les architectes silencieux. Dans la partie 3, nous explorerons comment cette architecture algorithmique interagit avec les émotions humaines pour créer un environnement de contrôle subtil basé sur la peur, la validation et la division. Si les algorithmes organisent la perception, alors les émotions en sont le carburant. Le World Wide Web moderne ne fonctionne pas seulement grâce aux données ou aux infrastructures techniques. Il fonctionne grâce à l'attention humaine. L'attention est devenue la monnaie invisible de l'ère numérique. Plus elle est captée longtemps, plus elle génère de valeur économique. Dans ce modèle, chaque seconde compte. Chaque interaction prolonge le temps d'exposition. Et derrière cette prolongation se trouve un principe simple. L'émotion retient l'attention plus efficacement que la neutralité. Le cerveau humain n'a pas évolué pour traiter un flux infini d'informations numériques. Il s'est développé dans un environnement où les signaux émotionnels indiquaient un danger, une opportunité ou une appartenance sociale. La peur signalait une menace. La colère signalait une injustice. La validation sociale renforçait la cohésion du groupe. Les plateformes numériques exploitent indirectement ces mécanismes anciens. Lorsqu'un contenu déclenche une réaction émotionnelle forte, il augmente la probabilité d'engagement. Les commentaires se multiplient, les partages augmentent. Les débats s'intensifient. L'algorithme interprète ces réactions comme un signal de pertinence et amplifie davantage le contenu. Ce processus crée une boucle de rétroaction. Plus un contenu provoque d'émotions, plus il est diffusé. Plus il est diffusé, plus il génère d'émotions. Progressivement, l'espace numérique devient saturé de stimuli émotionnels. Les informations neutres ou complexes ont plus de difficultés à rivaliser avec des messages simplifiés et chargés d'affect. La peur occupe une place particulière dans cette dynamique. Elle capte l'attention instantanément. Les titres alarmants attirent le regard, les scénarios catastrophiques se propagent rapidement. Dans un environnement où la visibilité dépend de l'engagement, les contenus anxiogènes disposent d'un avantage structurel. La colère fonctionne de manière similaire. Elle incite à réagir, à commenter, à partager. Elle renforce la polarisation. Les communautés se forment autour d'opinions opposées, chacune convaincue de défendre une vérité évidente. La validation sociale constitue un autre levier puissant. Les « j'aime », les partages et les abonnements activent des circuits de récompense dans le cerveau. Cette gratification rapide encourage la répétition du comportement. Publier devient une quête de reconnaissance. Consommer devient une recherche de stimulation. Ainsi, le web moderne crée un environnement où l'utilisateur est à la fois consommateur et producteur d'émotions. Chaque interaction alimente le système.
Ce modèle économique transforme la structure de l'information. Les plateformes ne sélectionnent pas explicitement des idées spécifiques. Elles optimisent l'engagement. Mais cette optimisation favorise naturellement les contenus capables de provoquer une réponse immédiate. À long terme, ce conditionnement émotionnel modifie la manière dont les individus perçoivent la réalité. L'exposition répétée à des contenus polarisants peut donner l'impression que le monde est plus conflictuel qu'il ne l'est réellement. L'exposition constante à des informations alarmantes peut renforcer un sentiment d'insécurité permanente. L'attention fragmentée devient la norme. Le défilement rapide réduit le temps consacré à l'analyse approfondie. Les contenus courts remplacent les réflexions longues. L'instantanéité prévaut sur la patience. Dans cet environnement, la capacité de concentration diminue progressivement. Le cerveau s'adapte au cycle rapide de stimulation. Les pauses deviennent inconfortables. Le silence semble vide. Le web n'impose pas ces changements par la force. Il les induit par répétition. Chaque notification interrompt une activité. Chaque recommandation propose une continuité automatique. Chaque fil d'actualité supprime la nécessité de choisir activement la prochaine information. Ce mécanisme de suggestion permanente crée une impression de flux naturel. Pourtant, ce flux est structuré par des logiques d'optimisation économique. La dépendance n'est pas nécessairement intentionnelle. Elle est une conséquence émergente du modèle. Lorsque le succès d'une plateforme dépend du temps passé en ligne, tout élément susceptible de prolonger ce temps est encouragé. L'économie de l'attention transforme ainsi la relation entre l'utilisateur et l'information. Ce qui attire l'attention devient prioritaire, ce qui exige un effort cognitif plus important devient marginal. Ce déplacement progressif a des implications culturelles profondes. Les débats publics se déroulent dans des environnements conçus pour stimuler la réaction rapide plutôt que la réflexion lente. Les sujets complexes sont souvent simplifiés pour correspondre au format dominant. Par ailleurs, le conditionnement émotionnel peut influencer la perception de l'identité personnelle. Les interactions numériques offrent une mesure visible de popularité. Le nombre d'abonnés, de vues ou de réactions devient un indicateur de valeur sociale. Cette quantification permanente peut modifier la manière dont les individus évaluent leur propre importance. Dans ce contexte, la comparaison devient constante. Les vies mises en scène sur les plateformes créent des standards implicites. L'utilisateur peut ressentir une pression pour correspondre à ces images idéalisées. Ainsi, le web agit non seulement sur la perception collective, mais aussi sur la perception individuelle. Il façonne les conversations publiques. Il influence les dynamiques sociales. Il modifie la structure de l'attention. Le plus remarquable est que ces transformations se produisent progressivement. Il n'y a pas de moment précis où l'on réalise que l'environnement a changé. L'évolution est continue, presque imperceptible. L'économie de l'attention repose sur une logique simple. Capter, retenir, répéter. Mais lorsque cette logique s'applique à l'échelle mondiale, elle devient un facteur structurant de la culture contemporaine. Les émotions ne sont pas créées artificiellement, elles sont amplifiées. Les divisions ne sont pas inventées, elles sont accentuées. Les préférences ne sont pas imposées, elles sont orientées par la visibilité différentielle. Cette orientation subtile constitue une forme de pouvoir douce. Elle ne contraint pas directement. Elle influence les probabilités. Si un contenu a plus de chances d'être vu, il a plus de chances d'être cru. Si une opinion est répétée fréquemment, elle semble plus répandue. Si une émotion est constamment stimulée, elle devient dominante. Ainsi, le World Wide Web fonctionne comme un amplificateur émotionnel, global. La question n'est pas de savoir si les émotions doivent être présentes dans le débat public, elles ont toujours existé. La question est de comprendre comment un système technique peut amplifier certaines dynamiques au point de redéfinir la perception collective. Dans la partie 4, nous examinerons comment cette économie de l'attention s'articule avec les structures de pouvoir politiques et économiques, et comment le web est devenu un champ stratégique où information et influence se croisent à l'échelle mondiale. À ce stade de son évolution, le World Wide Web n'est plus simplement un espace technologique. Il est devenu un territoire stratégique, un espace où s'affrontent intérêts économiques, ambitions politiques et dynamiques culturelles. L'infrastructure numérique ne sert plus uniquement à connecter des individus, elle sert à influencer des masses. L'information a toujours été un instrument de pouvoir, mais dans l'environnement numérique, sa vitesse et sa portée ont atteint un niveau sans précédent. Un message peut traverser des continents en quelques secondes. Une rumeur peut devenir virale avant même d'être vérifiée. Une narration peut façonner l'opinion publique à grande échelle, sans passer par les canaux traditionnels. Le web transforme ainsi la nature même du pouvoir. Autrefois,
Le contrôle de l'information nécessitait la possession de médias traditionnels. Journaux, chaînes de télévision, radio. Aujourd'hui, une campagne coordonnée sur les réseaux numériques peut influencer des millions de personnes sans infrastructure médiatique classique. Cette transformation a donné naissance à une nouvelle forme de conflit, la guerre informationnelle. Dans cet espace, les armes ne sont pas physiques, elles sont narratives. Ce sont des récits, des images, des hashtags, des vidéos courtes. L'objectif n'est pas nécessairement de convaincre tout le monde, mais de semer le doute, de polariser, de fragmenter. Les plateformes numériques, optimisées pour l'engagement émotionnel, deviennent des terrains favorables à ces stratégies. Une information choquante ou controversée génère plus de réactions qu'une analyse nuancée. Les systèmes algorithmiques amplifient automatiquement ce qui provoque une interaction forte. Ainsi, des acteurs politiques, économiques ou idéologiques peuvent exploiter cette dynamique. Il ne s'agit pas toujours de diffuser des informations totalement fausses. Il suffit parfois de sélectionner certains faits, de les présenter dans un contexte émotionnel, précis, et de les amplifier stratégiquement. Le résultat est une modification subtile de la perception collective. La manipulation moderne ne consiste pas forcément à imposer une vérité unique. Elle consiste à multiplier les versions concurrentes de la réalité jusqu'à créer une confusion généralisée. Lorsque tout semble incertain, la confiance dans les institutions diminue. Le web facilite, et également la micro-ciblage. Grâce aux données comportementales accumulées, il est possible d'adresser des messages spécifiques à des groupes précis. Deux individus vivant dans la même ville peuvent recevoir des narrations politiques totalement différentes, adaptées à leur profil psychologique. Cette segmentation réduit l'existence d'un débat public commun. La société se fragmente en bulles informationnelles. Chaque groupe renforce ses propres croyances à travers un flux personnalisé. Dans ce contexte, le pouvoir ne réside pas uniquement dans le contenu, mais dans la capacité à contrôler la visibilité. Ce qui apparaît fréquemment dans un fil d'actualité acquiert une importance perçue. Ce qui disparaît progressivement semble secondaire. Les États eux-mêmes ont intégré cette dimension numérique. Les campagnes d'influence, les opérations de désinformation et la surveillance en ligne font désormais partie des stratégies contemporaines. Le web devient un espace où la souveraineté, la sécurité et la perception publique se croisent. Mais le pouvoir n'est pas seulement politique, il est aussi économique. Les grandes plateformes contrôlent des volumes massifs de données et d'infrastructures. Leur capacité à modifier un algorithme peut transformer le trafic mondial en quelques heures. Une simple mise à jour peut favoriser certains contenus et en marginaliser d'autres. Cette concentration soulève une question fondamentale qui régule l'architecture numérique globale. Le web était initialement imaginé comme un espace ouvert et décentralisé. Pourtant, l'évolution vers des plateformes dominantes a recentralisé une partie significative du contrôle. Les décisions techniques prises par quelques entreprises peuvent avoir des conséquences culturelles mondiales. Il ne s'agit pas nécessairement d'une intention malveillante. Souvent, les décisions sont guidées par des impératifs, choix économiques, croissance, rentabilité, optimisation. Mais lorsque ces impératifs façonnent la structure même de la communication humaine, leurs effets dépassent largement le cadre commercial. Le plus frappant est la normalisation progressive de cette situation. Les utilisateurs acceptent les conditions d'utilisation sans les lire. Les modifications d'algorithmes passent inaperçues. Les changements d'interface modifient subtilement les comportements. La manipulation moderne est rarement visible. Elle est intégrée dans le design. Le design influence les choix. Les choix répétés deviennent habitudes. Les habitudes deviennent culture. Ainsi, le web agit comme un environnement stratégique permanent. Il façonne les opinions, amplifie les tensions et redéfinit la notion de vérité publique. Dans cet espace, la rapidité prime sur la vérification. L'émotion prime sur l'analyse. La visibilité prime sur la profondeur. Cependant, il serait simpliste de considérer le web uniquement comme un outil de manipulation. Il demeure aussi un espace d'expression, de mobilisation et de diffusion du savoir. Des mouvements sociaux émergent grâce à sa capacité de connexion globale. Des voix marginalisées trouvent une audience internationale. Le web est donc un champ de force contradictoire. Il peut renforcer la démocratie en donnant la parole. Il peut fragiliser la démocratie en amplifiant la désinformation. Il peut connecter les cultures. Il peut accentuer les divisions. Tout dépend des dynamiques dominantes et des architectures techniques sous-jacentes. La question centrale devient alors, comment préserver un espace numérique capable de favoriser la réflexion plutôt que la simple réaction? Cette interrogation marque un tournant.
Car si le web influence la perception collective à travers l'architecture algorithmique et l'économie de l'attention, alors comprendre ces mécanismes devient essentiel pour maintenir une autonomie cognitive. Dans la partie 5, nous explorerons l'avenir du web. Intelligence artificielle avancée, réalités immersives, identité numérique persistante. Et la possibilité que l'infrastructure numérique devienne non seulement un environnement d'information, mais une extension permanente de l'expérience humaine. À l'issue de cette plongée dans les profondeurs du web, des algorithmes et des dynamiques émotionnelles qui façonnent notre monde, une évidence se révèle avec une intensité troublante. Le World Wide Web n'est plus un simple réseau d'informations, il est devenu une architecture vivante, invisible et omniprésente, capable d'influencer nos perceptions, nos décisions et même nos croyances fondamentales sans que nous en ayons pleinement conscience. Car chaque flux, chaque recommandation, chaque notification façonne subtilement notre attention, transforme nos priorités et structure notre manière d'appréhender la réalité, et cette transformation, loin d'être neutre, opère selon des logiques économiques, techniques et sociales qui dépassent de loin la compréhension individuelle, tout en créant une illusion de liberté où les choix existent, mais dans un espace minutieusement encadré par des systèmes automatisés et des infrastructures propriétaires. La fragmentation de l'information, le conditionnement émotionnel, la polarisation des opinions et la micro-ciblage des messages produisent une réalité modulable, où ce que nous voyons et croyons savoir est largement influencé par des architectures invisibles, et ce contrôle silencieux, bien que souvent involontaire ou issu de logiques de conception, a des implications profondes. Il redéfinit la notion même de vérité, transforme la perception collective et modifie la structure de la conscience sociale. Car l'attention humaine, devenue monnaie précieuse, est exploitée à l'échelle planétaire et dans ce processus, la frontière entre information, manipulation et expérience subjective devient floue, générant des tensions, des incertitudes et des interprétations concurrentes qui nourrissent un paysage culturel fragmenté, où la confiance dans les institutions, dans les médias et même dans nos propres perceptions est constamment remise en question. Le web, en amplifiant les émotions, en orchestrant la visibilité et en modulant l'engagement, agit comme un miroir déformant de la réalité, reflétant ce que nous voulons voir, ce que nous craignons et ce que nous sommes conditionnés à considérer comme important. Et tandis que les technologies avancent, l'intelligence artificielle prédictive, la réalité augmentée et les identités numériques persistantes promettent de rendre ces architectures encore plus intégrées dans notre expérience quotidienne, brouillant davantage les lignes entre le monde physique et numérique, entre choix réels et influences subtiles, et laissant émerger une question fondamentale qui doit guider notre réflexion collective: sommes-nous prêts à comprendre, à accepter et à gérer le pouvoir invisible qui structure notre attention, nos émotions et notre perception de la vérité, ou continuerons-nous à naviguer dans cet océan numérique, fascinés par sa promesse de liberté et de connexion, tout en étant façonnés par des forces invisibles, silencieuses, mais omniprésentes, qui redéfinissent la nature même de notre réalité et de notre humanité dans cette ère d'hyperconnexion et de données infinies.